Dernier atelier, c'était la formation des rabbins. Donc j'appelle Norbert Abenaïm et Franck Israël. Bonjour, je suis Norbert Abenaïm, consultant, enseignant, rabbin. J'ai eu l'honneur et la tâche de modérer cet atelier. La question est évidemment cruciale. Les débats ont été animés, quelquefois un petit peu houleux, mais je crois qu'on est arrivé à avoir un débat fructueux. Je vais maintenant laisser la parole au rapporteur qui on a travaillé ensemble sur la synthèse des débats. Et à la suite, si on a encore un peu de temps, j'ajouterai peut-être quelque chose. Merci. Bonsoir à tous et toutes. Alors c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe, on l'a vu sur l'ensemble des 5 premiers ateliers, tout revient systématiquement sur le rabbin. Et c'est peut-être celui qui peut faire en même temps complètement consensus et qui peut diviser tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'un bon rabbin ou qu'est-ce qu'un rabbin en 2020, aujourd'hui, en France ou en Europe? De quelle façon on recrute un rabbin? De quelle façon on forme un rabbin? Quels sont les éléments qui permettront de dire que ce rabbin va aller dans telle ou telle communauté? C'est vrai que c'est extrêmement complexe, la tâche est immense, et je voudrais en préambule surtout féliciter et qu'on applaudisse l'ensemble des rabbinim qui sont là, qui ne sont pas là, et qui agissent tout au long de l'année pour nous dans nos communautés. Il faut rappeler que sans eux, le judaïsme ne serait rien. C'est eux qui tirent le judaïsme et au niveau de la halakha, qui l'amène jusqu'aujourd'hui. Alors on a certes des discussions aujourd'hui, mais c'est grâce à eux que le judaïsme est pérenne et qu'on continuera de le pérenniser. Alors aujourd'hui, et j'ai entendu tout ce qui a été dit depuis 2 heures maintenant sur l'ensemble des problématiques. Ce qui me rassure quelque part, c'est qu'on est sur une très bonne voie. Une très bonne voie parce que sur l'ensemble des commissions, et des ateliers par rapport à ce qui avait commencé à être dit hier et ces craintes qui étaient sur les problématiques consistoire, pas consistoire, on n'a pas parlé de tout ça, etc. On veut aller sur certaines lignes. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de choses sont demandées au consistoire. Et tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a une centralité au niveau du judaïsme et un équilibre qui est reconnu par toutes et tous qui sommes là aujourd'hui et qui demandons à ce qu'au niveau de l'institution, nous puissions avancer sur des thématiques qui pour certains ont des visions opaques, et pour d'autres, en tout cas pour nous, qui avons vécu cela depuis hier, je pense qu'il y a nombre de réponses qui ont déjà été apportées ou que l'on doit apporter d'une façon beaucoup plus communicante que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais sur lesquelles, en tout cas, nous nous ferons fort d'essayer d'être à la hauteur des réponses et en tout cas des enjeux qui sont ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le consistoire, c'est... Je ne vais pas parler du consistoire, rassurez-vous, c'est vraiment la jonction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de rabbin, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la région parisienne, certes, il y a la province. Il n'y a pas de judaïsme sans un maillage territorial conséquent. Et ce maillage territorial, c'est aujourd'hui, pour le consistoire, la gestion d'environ 450 synagogues dans toute la France, de Brest jusqu'à Menton, et sur toutes les diagonales, transversales, ce que vous avez envie. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on parle d'une responsabilité juive sur l'ensemble des missions consistoriales, ce n'est pas le consistoire, c'est l'ensemble des missions que portent nos rabbinim de partout, dans chaque petite ville, grande ville ou métropole importante en France. Et ça, c'est extrêmement important et c'est capital. Parce que sans cette voie, sans cet apport au judaïsme dans l'ensemble des villes, nous aurions une grosse problématique du judaïsme. Le judaïsme ne peut pas exister sans le mariage territorial français actuel. Vous enlèveriez l'ensemble des petites communes qui sont peut-être en danger aujourd'hui, nombre d'entre elles le sont, et c'est pour ça que nous avons une mission importante au niveau de la formation des rabbinim pour les envoyer dans l'ensemble des petites communautés de province. Je
tiens à évoquer pendant vraiment un moment ces éléments de province parce qu'on en a peu parlé. On a beaucoup parlé de centralité, de problématiques globales ou globalisées, comme vous voulez, mais par contre, on a très peu parlé de problématiques des petites communautés qui, elles, doivent survivre au quotidien pour savoir si le Shabbat, elles auront minyan, si le vendredi soir, ils seront 2, 3, 7, 10, etc. Et pour ça, c'est vrai que nombre d'éléments dont on a parlé sont complètement obsolètes. L'important pour les rabbinim qui sont aujourd'hui dans ces communautés ou qui doivent y aller parce qu'il n'y a pas de rabbinim, c'est d'aller chercher les 90% de personnes qui ne sont pas dans les synagogues, voire 95%. C'est de quelle façon on va aller toucher le juif qui ne fréquente jamais la synagogue. Alors c'est vrai que lorsque l'on est à Paris, à Lyon, à Marseille, dans des grandes métropoles, on pousse la porte d'une synagogue, il n'y a aucun problème, on ne se pose pas la question sur un minyan, sur le fait de manger cachère, pour une femme d'aller au mikvé, sur un Talmud Torah, pour l'éducation des enfants, etc., etc. Par contre, lorsqu'on est dans une petite communauté, que ce soit à Thionville, à Pau, à Draguignan ou ailleurs, alors le problème est majeur. Il est majeur en quel sens? C'est que chaque élément du judaïsme français est un combat permanent pour le responsable communautaire, voire le rabbin. Pour le rabbin, c'est de savoir, on a parlé pour la formation des épouses de rabbins, c'est extrêmement important parce que d'autres mouvements occupent une place qui permet de faire en sorte que l'épouse du rabbin, qui est, et on le sait, chaque épouse est plus qu'importante dans l'évolution du rabbin ou de sa communauté, de la communauté en tout cas dont le rabbin est officiant ou le président préside, ou si c'est une présidente pour le mari. En tout cas, l'importance de pouvoir former ces femmes, ces hommes, à ce que le couple puisse être au front dans une ville où il n'y aura absolument pas de judaïsme, où il faudra tout recréer. De quelle façon, nous, aujourd'hui, au niveau du consistoire, nous allons pouvoir travailler sur ces problématiques permettant à une communauté, je ne sais pas si le président de la communauté de Pau est là, et d'autres communautés dans la région sont concernées également, que ce soit à Périgueux, à Limoges, pour cette région en tout cas, mais il y a des dizaines et des dizaines de communautés qui ont cette problématique aujourd'hui. Et donc il a fallu partir d'un certain constat, qui est un constat extrêmement important pour la formation des rabbinim, parce que pour envoyer des rabbins dans une petite communauté de province, je peux vous dire qu'il faut aujourd'hui s'accrocher, et je pèse mes mots, parce que c'est extrêmement difficile. Je ne parle pas des communautés, des petites communautés, où il y a des moyens financiers, où d'autres peuvent aller y créer quelque chose. Mais par contre, des communautés dont le consistoire est en charge aujourd'hui, c'est-à-dire près de 450 synagogues dans toute la France, dont nombre d'entre elles ont des problématiques majeures, que ce soit au niveau des bâtiments ou autres, alors c'est extrêmement difficile. Et notre mission aujourd'hui, c'est de faire vivre ce judaïsme, et avec le rabbinat de demain, celui d'aujourd'hui, mais surtout celui de demain, de la façon dont nous allons pouvoir pourvoir l'ensemble de ces communautés. Alors, quelles doivent être les qualités du rabbin pour répondre aux besoins de ces... Les qualités du rabbin, il n'y a pas de règle, à mon sens. Si vous en avez, moi je veux bien les prendre. Nous avons débattu pendant près de 2 heures sur la qualité idéale du rabbin. Il y a des qualités qui sont au niveau de la formation, en tout cas de l'école rabbinique, qui sont celles qui permettront aujourd'hui aux rabbins d'être tirés par le haut et au maximum des possibilités intellectuelles que nous pouvons lui donner pour qu'il puisse avoir la quintessence des connaissances, que ce soit au niveau de la halakha, bien sûr. Alors on ne va pas parler de tous les éléments qui sont courants pour un rabbin, qui sont normaux dans les écoles rabbiniques, mais ils doivent également avoir l'ensemble des problématiques du rôle, des problématiques que ce soit au niveau des problèmes de société, au niveau de la laïcité, au niveau du mieux vivre ensemble, au niveau des différents cultes, avoir la connaissance de ce qui se passe sur les autres religions, avoir l'ensemble du cursus, on va dire, intellectuello-social, religieux, donc c'est énormément de choses qui sont demandées aujourd'hui à nos rabbinim, pour pouvoir être en phase avec la société d'aujourd'hui, la société de demain, avec les jeunes. Et c'est pour cela que la difficulté aujourd'hui de mettre en place quelque chose on va dire, cloné, ou se dire que chaque rabbinim va être en phase avec la communauté qui sera demandeuse, est extrêmement difficile. Néanmoins, l'école rabbinique aujourd'hui a fait, et depuis 5 ans que le directeur de l'école rabbinique, le grand rabbin Kaufmann, a mis en place des nouveaux process. Ces choses-là, ces éléments, au niveau de la psychologie, au niveau de la philosophie, au niveau de toutes les nouvelles matières qui n'existaient pas avant, vont porter leurs fruits, bien évidemment, parce que c'est avec le temps que les choses vont, bien sûr,
nous permettent d'avoir la véracité et d'avoir surtout le recul nécessaire pour que nos rabbinim puissent être en phase avec ce que nous attendons. Le monde d'aujourd'hui n'est absolument pas le monde dans lequel vivaient nos rabbinim d'il y a 50 ans, il est clair. Les rabbins que nous avions à l'époque, le public qui était celui de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui, et il faut donc adapter ou réadapter les problématiques de nos rabbinim avec le public d'aujourd'hui. Alors pour ce faire, nous avons demandé à ce que, au niveau des écoles rabbiniques, puisque nous n'avons pas eu toutes les informations pour cette commission, nous puissions faire un comparatif de l'ensemble des cursus, que ce soit au niveau national français ou d'autres écoles internationales, même si le modèle français n'est pas le modèle anglo-saxon, américain, germanique ou autre, peu importe, il est bon de pouvoir tirer les enseignements de ce qui se passe par ailleurs pour essayer de donner certaines directives ou avancer sur ces problématiques-là. Donc nous allons demander au directeur du séminaire de pouvoir nous communiquer l'ensemble des informations par rapport aux cours qui sont distillés. Nous avons également, et nous allons proposer, et ça c'est extrêmement important, qu'il y ait une sorte de délocalisation ponctuelle mais quasi permanente de ce qui se passe au niveau de l'école rabbinique afin de véhiculer une communication beaucoup plus en phase avec les besoins que nous avons aujourd'hui dans l'ensemble des communautés pour faire en sorte que les vocations puissent être suscitées. Aujourd'hui, quel est l'élève, quel est l'étudiant qui a envie, au sortir du lycée, d'être rabbin? Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas pourquoi? Alors, est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de communautés qui sont attractives et en termes de Kahal, et en termes financiers également, parce que la problématique financière existe. Lorsque vous allez dans une petite communauté isolée, la communauté n'a pas forcément les moyens de rémunérer un rabbin à la hauteur de, je dirais même pas de ses attentes, mais au minimum de ses besoins par rapport à sa famille. Donc toutes ces problématiques-là se doivent d'être posées et nous devons communiquer d'une façon extrêmement forte pour rendre le séminaire israélite de France, pour rendre le métier, si on peut appeler ça un métier, ou la vocation de rabbin extrêmement attractive, parce que être rabbin aujourd'hui, en 2020, je crois que c'est un métier ou une vocation que l'on se doit de valoriser. C'est extrêmement important, c'est l'avenir du judaïsme, et nous ne pouvons pas laisser le fait que des rabbins ou des jeunes n'aient pas envie, pour quelque raison que ce soit, mais surtout parce que vraisemblablement nous ne véhiculons pas d'informations sur les rabbinim, nous n'expliquons pas ce qu'est le métier de rabbin, nous n'avons pas un métier ou une vocation qui paraît entre guillemets sexy, on parlait tout à l'heure de ce terme, et je crois qu'il est important qu'en termes de communication, le consistoire, l'école rabbinique et tous les acteurs du judaïsme français puissent mettre à disposition tout ce qu'il est possible de mettre à disposition afin d'envoyer des émissaires de l'école rabbinique ou des rabbins expliquant mieux à nos étudiants ce qu'est le métier de rabbin, le valoriser et faire en sorte d'avoir des portes ouvertes plus fréquemment à l'école rabbinique, voire de demander à des cours de l'école rabbinique d'aller dans les communautés pour mieux expliquer au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau des facultés. Il y a un travail extrêmement important, peut-être aussi avec les mouvements de jeunesse. La Chazak a été créée au niveau du consistoire central et fait en sorte et amène des jeunes à ce métier-là, mais ce ne sera pas suffisant parce que nous allons faire également, dans le même temps, c'est une proposition qui a été demandée, une sorte d'audit de l'ensemble des besoins de rabbins, d'état des lieux. Non, mais pour l'ensemble des besoins des rabbins, c'est important, comme un audit pour l'ensemble des communautés nationales. Chaque communauté pourra nous répondre si elle a besoin d'un rabbin uniquement le Shabbat, ou peut-être toute la semaine, ou uniquement sur des éléments ponctuels parce qu'ils ont des bénévoles qui peuvent faire l'office, etc. etc. Donc, je voudrais rajouter qu'il y a d'autres propositions qui ont été faites au niveau de la communication, la visibilité sur Internet, d'avoir un site web qui soit consacré au séminaire, à la formation, avec un programme clair qui expose la fonction du rabbin. Également accroître, ça a été dit, le prestige de la fonction, parce que la valorisation, le poste, la place du rabbin dans les pays anglo-saxons est beaucoup plus importante, beaucoup plus valorisée qu'en France. Alors, il y a des propositions qui ont été faites d'avoir des enseignants prestigieux,
au sein du séminaire rabbinique, éventuellement de donner une dimension européenne au séminaire. Je reviens là-dessus, pardon, parce que n'oubliez pas qu'il y a le Centre européen de judaïsme qui vient d'être créé, qui vient d'être inauguré. Je pense que ce serait peut-être le bon pont pour aller mettre en place au Centre européen du judaïsme une grande école des rabbins européens, permettant vraiment d'avoir une visibilité extrêmement forte sur l'Europe, avec une qualité extrêmement haute. Et dernière proposition, peut-être d'ouvrir le recrutement, pas seulement à des jeunes post-bac, mais à des gens qui ont déjà une certaine formation, une certaine expérience professionnelle. Autre chose, nous allons proposer en tout cas qu'il y ait une formation continue pour l'ensemble des rabbinim dès leur sortir et leur diplôme en tout cas, jusqu'à la fin de leur carrière, c'est-à-dire que systématiquement, que ce soit annuel, biannuel, tous les 3 ans, peu importe, que nous puissions former l'ensemble de nos rabbinim, comme nous formons l'ensemble des conseils d'administration, des présidents et autres, aux formations que ce soit de la communication, que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit sur les sujets de société, voilà, sur l'ensemble des sujets, que les rabbinim soient en permanence formés de la fin de leur étude jusqu'à la fin de leur carrière, qu'il n'y ait pas d'interruption par rapport à cela. C'est extrêmement important. On a noté depuis tout à l'heure ces problématiques qui revenaient. Donc la professionnalisation en même temps de la fonction, certes, puisqu'ils sont professionnels, néanmoins on va continuer à essayer de leur donner un maximum d'éléments leur permettant d'être encore plus professionnels dans la fonction qui est la leur, qui est de plus en plus difficile, parce qu'on demande énormément de choses aujourd'hui à nos rabbinim. Ils doivent être certes rabbins, mais ils doivent être psychologues, ils doivent être sociologues, ça doit être l'ami de la famille, ça doit être la personne qui va être compatissant, quelquefois dans les petites communautés c'est le shamash, c'est celui qui va ouvrir la cuisine, c'est celui, etc., etc. Donc le rabbin a un poste plus que central, c'est le dayan, c'est vraiment le rabbin sur lequel repose absolument tout, et nous devons de donner à l'ensemble de nos rabbinim le maximum d'outils pour pouvoir parfaire cela et pour pouvoir être, bien sûr, à la hauteur des défis de ce que vous attendez des rabbinim pour demain. Autre chose ? Oui, voilà. Pour conclure, je vais me permettre d'ouvrir une réflexion à partir de nos textes sur ce qu'est un leader juif. On a eu dans le peuple juif des rivalités, et depuis le début, depuis les 12 Shevatim, il y a eu une compétition pour savoir qui serait le leader du peuple juif. Et il y avait un modèle de leader qui a été mis en valeur par Yaakov, c'était Yosef. Yosef était un jeune homme tout à fait brillant, intelligent, beau, charismatique, on peut dire, et qui s'est révélé par la suite en Égypte un organisateur hors pair, un administrateur, un économiste, bref, le profil de l'énarque type. Et face à lui, mais son leadership a reçu n'a pas du tout été accepté par ses frères, a été rejeté à tel point qu'ils ont essayé de le tuer. Hein. En revanche, a émergé de la base un autre type de leader, Yehuda, qui lui était un leader, un meneur d'hommes, hein, et qui lui a su mobiliser ses frères, hein, et être accepté par eux, et a réussi à les emmener dans son chemin et à leur montrer des solutions. Cette rivalité entre Yosef et Yehuda, en fait, se poursuit dans toute l'histoire juive, et c'est poursuivi par la suite et a débouché sur la scission des deux royaumes de Juda et d'Israël. Où est-ce qu'il s'est résolu ? Il s'est résolu, le conflit de ces deux frères s'est résolu dans la collaboration des deux frères
Moïse et Aaron. Hein. Moïse était proche du ciel. Hein. Hachem lui a dit tu as une mission, va l'accomplir. Il a dit non, mais moi je suis incapable de parler. Hein. Alors il lui a dit alors je vais t'adjoindre ton frère Aaron. Lui il sait parler. Et Aaron était proche du peuple, proche des gens, et il savait transférer la vision lointaine et à long terme de Moshe au peuple. Hein. Eh bien, je crois que le leadership juif, peut-être contrairement à la vision pyramidale d'Esav, c'est un peu ça, c'est le couple de Moshe et Aaron. Et j'aimerais voir dans le binôme, et j'aimerais voir dans les communautés un binôme entre le rabbin et le président de communauté qui fonctionne à la manière de Moshe et Aaron, où il y ait ça peut alterner suivant les caractères et suivant les possibilités de chacun, mais quelqu'un qui a une vision à long terme et quelqu'un qui sache la faire passer et la réaliser sur le terrain. Voilà. C'est ce que je vous souhaite.